Bonjour, Monsieur Pedro Lopez. Quels sont vos projets pour le développement et la valorisation sociale, économique des communautés et des collectivités rurales? Merci pour votre question. Très large. Bien, nous allons nous présenter d'abord. Je me présente, je suis M. Borges Pedro Lopez Dostres, Eurico Lopez Dostres. Je suis le directeur administratif d'Afrique Développement Durable. Nous travaillons pour la prospérité économique des communautés. Nous travaillons aussi dans le sens de la protection de l'écosystème et surtout dans le sens du renforcement du pouvoir des communautés. Donc, ce que nous promouvons, c'est le développement durable. Pour les zones rurales, il faut mettre en place des mécanismes de financement des zones rurales. Donc, je parlerai aujourd'hui de la chaîne de valeur agricole. Mettre en place et financer la chaîne de valeur agricole. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur agricole? La chaîne de valeur agricole consiste à accroître son avantage concurrentiel en étant plus collectif, c'est-à-dire participer à un projet agricole avec diverses parties prenantes. Ces parties prenantes sont les agriculteurs, les producteurs, les détaillants, les systèmes de commercialisation, les agents de soutien comme les expéditeurs et bien sûr les industriels et les fournisseurs d'entrants. Okay. Bon, pour une meilleure compréhension, quel exemple vous pouvez prendre pour que le citoyen lambda qui est dans nos villages puisse comprendre réellement ce dont vous parlez, c'est-à-dire un exemple concret? Bon, de manière plus simple, il s'agit juste d'une collaboration qui est axée sur un marché. Donc, un exemple tel que la culture de la banane. Voilà, sur un marché, par exemple, celui de la culture de la banane. Donc, les différentes parties prenantes vont collaborer dans le sens de participer comme des entités interdépendantes, les unes des autres, pour répondre aux besoins précis de ce marché. Ça peut être celui de la banane. Donc, ils vont mettre en adéquation toutes leurs activités de production, d'industrialisation, de commercialisation aux besoins des consommateurs. Donc, nous allons aborder maintenant le financement de la chaîne de valeur agricole. Le financement de la chaîne de valeur agricole sert à développer des marchés. Mais le point le plus important après le développement de ces marchés n'est pas seulement l'objectif de la forte rentabilité de ceux-ci, mais c'est que ces marchés puissent d'abord exister. La plupart du temps, ces marchés n'existent pas. Donc, la chaîne de valeur agricole en elle-même va permettre de dégager la création de ces marchés-là. Donc, ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités à l'agriculture et de créer des liens entre les différents participants à la chaîne de valeur agricole, d'améliorer les rendements et les remboursements de ce financement. Un financement qui n'aurait même pas eu lieu d'être s'il n'y avait pas ce partenariat stratégique entre les différentes parties prenantes d'un projet agricole. Donc voilà comment c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça sert aussi de moyen d'approvisionnement, le financement de la chaîne agricole pour les négociants. Ça sert aussi de moyens stratégiques de soutien aux ventes pour les fournisseurs d'intrants et même pour les institutions financières, ça leur permet de réduire les risques et d'optimiser les services proposés à tout le monde, même pour les petits agriculteurs et pour les acheteurs de ces petits agriculteurs. Ok. Nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire. Je prends le cas d'une coopérative située dans la région de Sikensi. Ok. C'est une association de femmes qui est spécialisée dans la culture des champignons. Donc, ils ont reçu la formation, mais actuellement, ils sont à la recherche des moyens d'accompagnement pour la réalisation
de leurs projets. Ok, donc pour ce cas de figure, quels sont les éléments que cette coopérative-là doit prendre en compte pour réussir son business, qui est la culture du champignon, quand nous savons que cette culture-là n'est pas connue ici en Afrique. Et puis, donc, non seulement une question est de les accompagner et puis leur trouver aussi les marchés extérieurs. Quand nous savons que la Côte d'Ivoire n'est pas consommatrice de ces champignons. Voilà, donc vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce cas pratique? Bon, ça revient à dire que le système agricole et agroalimentaire africain, il doit être repensé, financé et modernisé afin de rendre plus compétitifs nos produits agricoles sur les marchés mondiaux. Mais tout simplement, cela revient aussi à attirer les investisseurs dans ces régions-là parce qu'il faut aussi industrialiser les productions. Mais ils peuvent déjà s'organiser en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'identifient, chacun identifie sa partition, chacun va identifier son rôle dans la chaîne de valeur et va pouvoir jouer son rôle dans cette chaîne de valeur-là. S'il veut intervenir comme spécialiste en commercialisation, en conseil et recherche, s'il veut intervenir comme producteur et agriculteur, il faut savoir qu'est-ce qui va alors leur permettre de valoriser plus ces produits-là. Il faut aussi que les experts apportent aussi leurs expertises, les agronomes. Je propose par exemple qu'on mette plus l'accent sur l'agriculture biologique. Donc on conserve une agriculture saine, biologique, avec des sols non contaminés, qu'on donne l'appellation produit de terroir à nos produits pour en garantir plus la traçabilité, l'origine et valoriser le patrimoine culturel, le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il existe. Donc on ne viendra pas dire aux Africains comment ils font les meilleurs produits fruitiers qui sont exportés sur le marché européen, les fruits tropicaux, puisque eux-mêmes, ce sont les acteurs et les producteurs de ces marchés-là depuis de longues années. Donc ils ont une expérience qu'ils ont capitalisée. Et donc ils doivent partager cette expérience entre ceux qui sont les anciens avec les plus récents. Pour éviter justement l'exode rural en masse, il faut moderniser les marchés. Des marchés qui partent en flambée, qui brûlent, parce qu'ils ne sont pas des marchés modernes. Il n'y a pas aussi de centre logistique. Cela peut venir aussi du point de vue des autorités de financer des centres logistiques où seront, comment dire, dans des dépôts logistiques, on pourra organiser des marchés agro et des marchés de gré à gré. Et donc je pense qu'on n'a pas besoin d'être génie ni faire 10 ans dans ce domaine-là pour pouvoir au moins avoir cette projection et cette vision de l'organisation des marchés africains. Il faut que ces marchés soient aussi valorisés au niveau de la bourse. Il faut aussi qu'il y ait des systèmes financiers d'appui qui les accompagnent. Et il ne s'agit pas de créer des guichets. Des guichets, non. Il faut aussi voir les décaissements en vue de l'évolution d'un projet. Ok, maintenant selon vous, qu'est-ce qui peut motiver les investisseurs étrangers à s'intéresser à nos produits locaux ici? C'est-à-dire à venir accompagner les coopératives productrices de ces produits-là. Qu'est-ce qui peut motiver et capter ces investisseurs-là à s'intéresser au marché agricole ivoirien ou bien africain, voire même africain? D'abord, à la base, les dirigeants, je ne vois pas rentrer sur les points politiques, il y a une orientation générale qui part du fait que nous ne pouvons pas avoir des produits ou penser à avoir des produits de très haute qualité qu'il nous faut produire plutôt en quantité qu'en qualité. Je dis non, on peut produire à la fois en qualité et en quantité. Parce que déjà, à la base, nos produits sont bio, sont biologiques. Ce sont des produits 100% naturels.
Ce sont des produits qui sont facilement cultivables sur des terres arabes très fertiles, qui sont les terres africaines, qui ne sont pas contaminées par des engrais chimiques ni des fertilisants chimiques à forte dose. Et ces sols sont vraiment propices à de très bonnes agricultures, à la différence d'autres sols. En plus, en termes de potentiel, il faut savoir qu'un tiers des terres arabes dans le monde sont les terres africaines, qui sont non encore exploitées. Donc, le monde entier va se tourner vers l'Afrique pour être le grenier de l'Afrique. L'Afrique était déjà le grenier du monde dans le temps de l'Égypte antique. Imaginez que dans ce temps-là, pour la petite histoire, parce qu'il faut connaître l'histoire, son histoire pour pouvoir se projeter. Quand je parle du peuple égyptien, je ne parle pas de la nation Égypte aujourd'hui. Je parle de la nation africaine, de la plus grande civilisation du monde, celle qui a apporté la connaissance universelle au monde. Ils avaient développé, tenez-vous bien, sur un ruban de 1000 km, une agriculture qui faisait envier le monde entier. Et ils partageaient leurs revenus et leur production avec le monde entier. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Imaginez que 1000 km de production. Donc, les techniques de rotation de culture. J'ai dû lire beaucoup. Aujourd'hui, je parle de techniques de rotation de culture mixte. Ce sont des cultures qui datent depuis ce temps-là. On n'a rien appris aux Africains. Quand je vous parle de partenariat stratégique, c'est la forme même sur laquelle les marchés africains sont organisés. Ils sont organisés sous cette forme de partenariat, mais il n'y a pas d'appui de services financiers. Et c'est là la différence avec les marchés européens. Le marché européen qui est un marché de commodités, qui est un marché agricole. La force de l'Europe est dans l'agriculture. Et donc nous, on ne comprend pas ça. Que 1/2 des travailleurs dans le monde sont des agriculteurs. Donc beaucoup de gens sont assis dans des bureaux, où nous sommes tous assis dans des bureaux, mais dans la réalité, ceux qui travaillent, ce sont les paysans. Donc nos activités de service aussi peuvent collaborer avec celles du monde agricole. Bien sûr, on peut aussi participer un peu plus au niveau des services, mais on n'a même pas l'électricité.